tac. Hop là, je garde quand même le Discord d'ouvert au cas où. Et on va pouvoir commencer. Alors, bah, du coup, je vais pas te représenter les SPN, hein, puisque tu connais, du coup. Donc, du coup, ce soir, nous accueillons donc Rémi Saunier, auteur de jeux de société, et qui va donc nous partager un peu son expérience d'auteur, et donc, du coup, qui a donc fait déjà plusieurs jeux de société déjà édités. Ouais. Et je crois que tu t'es lancé avec deux jeux qui étaient en auto-édition ou... Oui, j'avais dans mes premières créations, j'ai un jeu en bois d'équilibre où j'ai tout fait dedans. J'ai fait les pièces, mis dans les sacs. Il y avait des cartes que j'ai imprimées avec plastifié, tout ça. J'ai passé presque 2 heures et demie par jeu, pardon, pour les faire. Et j'en ai fait 250 quand même. Et tout est vendu. Et même des fois, de temps en temps, je reçois un petit message en me disant «Ah, où c'est que je peux le trouver?» Mais bon, D'ac- j'ai jamais trouvé d'éditeur. Peut-être Ah, un jour. d'accord. Mais du coup, tu arrives quand même à les vendre sans éditeur, c'est ça? Donc, Ah oui, tu oui, es ton propre distributeur, du coup. tout à fait. Les boutiques à côté de chez moi, ils m'en prenaient, je vendais sur des festivals et autres. Mais bon, après, j'ai arrêté depuis longtemps. Ça prenait beaucoup trop de temps. Et le plaisir n'était pas dans poncer des morceaux de bois à la chaîne, mais dans créer le jeu, quoi. D'accord. Et c'est comme ça que ça a commencé pour toi de te dire, bah tiens, je vais me lancer dans les jeux de société, cette fois-ci édité proprement, tout ça. Dès le départ, j'espérais me faire éditer, mais après, quand on démarre, on ne connaît pas le milieu, on ne sait pas trop comment ça marche, on ne sait pas trop si c'est faisable, si c'est accessible. Euh, et après, la première volonté d'aller dans un jeu de société et de créer des choses, c'était vraiment de rencontrer des gens. Moi, à l'époque, j'avais mon boulot tranquille. On faisait vraiment l'archétype du boulot métro dodo, quoi, hein. Avec mon épouse, on ne voyait plus personne. Et c'était chiant. Avant, quoi, dans une ancienne vie, entre guillemets, j'étais artisan ébéniste et on avait une vie à 100 à l'heure. On rencontrait plein de gens, plein de clients très intéressants. Pas mal de clients à l'époque ont devenus amis. Et on avait vraiment une vie très riche et beaucoup de social quelque part. On rencontrait plein de gens. Et après, pour X raisons, j'ai dû arrêter, problème de santé. Après, j'ai eu un métier plus normal dans un bureau d'études, toujours au niveau bois. Mais après, bon, j'étais coincé entre le bureau, les coups de fil des architectes et autres, et la maison, quoi. Et plus ça va, moins on rencontrait de gens, et ça nous manquait, quoi. Et on est allé sur les jeux de société, un peu par hasard. Et moi, j'allais jouer au jeu de rôle à Nantes, j'ai 45 minutes de route, donc pour y aller, ça va. Pour rentrer à 4 heures du mat, c'est un peu chaud. Et mon épouse, ça y plaisait moyennement. Il y a des amis qui, un vendredi soir, l'ont embarqué en disant «Ah, il y a un club de jeu qui s'est monté juste à côté de chez moi, et bien, c'est cool.» Du coup, elle y est allée une fois tout seul. Après, elle m'y a mené au club Tas de Beaux Jeux. Du coup, tu veux que je mette tes enceintes? Non, je surveille ce que tu dis. Ah, et du coup, tu veux mettre la caméra? Non, ça va. Et Bonjour. du coup, elle m'a amené au club Tas de Beaux Jeux pour découvrir les jeux de société modernes. Et là-bas, il y a eu un petit coup de foudre, une super ambiance, des gens super sympas. Et on y est allé, on a enchaîné les vendredis soirs. Et après, ben, comme j'ai pas mal d'imagination, ben, très vite, des idées de jeux sont venues. Et voilà, j'ai fait des photos et ça a démarré comme ça, quoi. Et après, aller sur les festivals, commencer à essayer de rencontrer des gens. À l'époque, on regardait plein de trick-track pour découvrir qui était qui. Et voilà, et ça se fait petit à petit. Ouais, et puis je vois qu'en plus tu t'es bien rattrapé parce que je vois toute la colonne de jeu là derrière toi. Oh, mais c'est rien, Et je... c'est rien à la Voilà, caméra. ce que je voulais dire, ça doit être qu'un faible pourcentage. Oui, bon, je sais pas, je T'es dois être à toujours, ouais. 500 maintenant, D'ailleurs, t'es comme ça. toujours très mal. On voit toujours le truc. Ouais. T'as dit 150 fois, ça marche. C'est pratique, très agréable. Tu Ah, vois le c'est mieux comme plat. ça. Mais il y a le plafond, c'est pas top. Ouais, bah, on a eu le dégât des eaux. Ah, mince.
Bon, tant que ça n'a pas abîmé les jeux, c'est que c'est bon. Non, non, juste le plafond. Pas les jeux, pas les jeux. D'accord. Voilà comment on est arrivé dans le monde du jeu, Par hasard. par hasard. Par hasard, ouais. Ah, c'est marrant. Et À la du base, coup, moi, je suis joueur de jeux de rôle, ouais. surtout. Et quel type de jeu de rôle, du coup, sans indiscrétion? Oh, j'ai commencé avec du Donjons et Dragons en 83. Alors tu vas me faire le coup, ah, j'étais même pas né. Mais voilà, donc, la boîte rouge et le Donjons et Dragons et des photocopies, non, des polycopies, comment on disait à l'époque, des trucs à Le déco. l'alcool. Mais non, photo. Le Donjons et Dragons avancé à D&D. Et après la PE, Tulu et l'enchaînement, RuneQuest et compagnie. Quoi. Mais moi, jusqu'à les années 90, j'avais pas mal joué. Après, j'ai eu un vrai métier et plus le temps pour jouer. Hmm. Et mon épouse n'aime pas le jeu de rôle, donc ça aide pas. Ah, Ah non. Personne n'est parfait. Eh oui. je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Mais Et si j'aimais les jeux de rôle, on se serait peut-être jamais mis aux jeux de société en même temps. Bah, c'est possible. c'est vrai, Quelque peut-être, part. peut-être. Ouais. Vous auriez peut-être fait éditer peut-être un jeu de rôle, du coup, peut-être. Ou c'est peut-être une aventure qui te tenterait, peut-être. Une autre. Mm. En fait, c'est comme ça, et c'est très bien. Ok. Et du coup, le premier contact avec un éditeur, ça s'est passé comment? Ça s'est fait comment Alors, c'est passé le premier contact avec un éditeur, c'est une bonne J'ai pas question. Ça. entendu. Ah, et la première fois qu'on a rencontré un éditeur. Ouais, c'est à Ludinor, peut-être. Bah, il n'y a pas une première fois. Ça s'est fait. Ça s'est pas fait autour d'un rendez-vous. Ça s'est fait parce qu'on a quand même traîné vachement longtemps avant De de sympathiser. sympathiser et avant de pouvoir montrer des jeux. Mhm. Quoi. Parce qu'on a. En fait, le truc, c'est que Rémi, là, pas tout de suite cru, non, mais. Je suis enthousiaste. Voilà, il est toujours hyper enthousiaste et moi je suis toujours hyper frileuse, quoi. Et du coup, il m'a dit, tu te rends compte, si on avait un jeu édité, ça pourrait devenir notre passion commune et on pourrait retravailler ensemble, parce qu'autrefois on a travaillé ensemble. Et moi j'y croyais pas un instant. Et j'ai reculé des cas de fer, je lui dis, mais il est encore, parce que Rémi, il part très vite en flèche, quoi. Et, et du coup, j'ai dit, bah écoute, pendant 1 an, on va partout, on se fait connaître et on observe. Si ça prend, c'est bien. Si ça prend pas, on arrête. Parce que moi, j'en avais ras-le-bol qu'il était là à rêver, à regarder les vidéos. Moi, je non, t'as regardé moins que maintenant. Et puis, on a commencé à faire les festivals. Et en fin de compte, au bout d'un moment, on s'est Les dit, bah, concours. éditer, on faisait des concours, on gagnait jamais. Bon, Mais c'est pas grave. en fait, on s'est rendu compte qu'on se marrait bien, quoi. Et on s'est dit, ben, on s'en fout. On se marre bien à faire ça et on continue. Et on avait même plus l'ambition d'être édité ou quoi. Enfin, si, on l'a Ouais. toujours. Mais c'était pas Le leitmotiv. c'était pas le leitmotiv du tout. Le leitmotiv, c'était qu'on prenait notre pied à faire ça et à rencontrer des gens et à faire jouer les gens et à voir leur mimique quand ils jouent et les voir se prendre la tête ou se fendre la poire. Ou, voilà. C'est vraiment ça le début. Mais dire qu'on a eu un premier rendez-vous, Non, on les rencontrait à force de faire des concours. Les concours, c'est bien pour ça qu'on est jeune auteur. ouais, C'est faire les concours, c'est pas pour le concours en eux-mêmes, c'est pour les mais c'est rencontres. pour les rencontres, ouais, totalement. Mm. Pour moi, c'est indispensable dans la manière dont nous on fonctionne. Quoi. Après, il y a Après, plusieurs on manières de marche à fonctionner. l'humain aussi. Ouais. Donc, évidemment. Voilà. Oh, je vais me faire engueuler. Ah oui. Ciao, ciao. Bon, bah, bonne AG, hein. Je reviens après. Ok. Et du coup, donc, le premier jeu qui a été édité, c'est lequel? Je me souviens plus. C'est Dice Crash. Un petit Dice jeu de Crash. dés. Ok. Ouais. Un petit jeu de dés ou un jet d'équilibre. Mhm. Où, pareil, on choisissait le joueur qui allait jouer après. Encore déjà. Et c'est en fait c'est un tout petit festival qui s'appelle Saint-Rémy-la-Varenne, à côté d'Angers. Vraiment un truc familial où il y a peut-être 300 personnes dans le week-end, quoi, vraiment tout petit.
Et par contre, il y avait La Haute Roche qui venait toujours, donc l'édition de La Haute Roche, qui maintenant, Dominique a pris sa retraite, donc La Haute Roche a disparu. Très souvent, il y a Cocktail Game qui y va avec Mathieu, il y a Christian Molinari avec AB Édition, entre autres. Bon, malgré tout, que ce soit un tout petit festival perdu au milieu de nulle part, et du temps pour discuter avec eux, pour les rencontrer. Et donc là, ça s'est fait, j'ai rencontré Dominique pour la première fois. Et son épouse, Sylvie, c'est une autrice de jeux. Elle a fait Shabadabada, elle a fait Tic Tac Boom avec son ex-mari. Elle a fait des jeux de rôle, dont Trauma, entre autres, un jeu de rôle que j'adore. Donc, j'étais super content de la rencontrer. Et du coup, à l'époque, on avait un petit catalogue avec différents jeux qu'on avait, différents protos. Et Dominique a regardé ça. Il a bien flashé sur le proto de Dice Crash. Et il a pris le proto. Et 2 mois après, on avait une proposition un contrat. Donc c'était super rapide. Et 1 an après, il y avait ou 1 an et demi après, le jeu sortait. Donc ça a été méga rapide. Donc c'est savoir que voilà. En plus, c'est une idée que j'avais eue très peu de temps, parce que c'est quasiment pas de matériel, juste des dés et une méca, donc ça s'est fait. Et là, par contre, bon, le jeu n'a pas marché. Le jeu n'a pas marché pour plusieurs raisons. J'ai discuté avec entre autres des ludicaires qui me disaient que les jeux d'équilibre, c'est un jeu qui est pas facile à vendre pour eux, en général. Donc ça aide pas. Et après, ouais, je pense qu'avec du recul, je manquais moi aussi d'expérience en tant qu'auteur de jeu au niveau de l'édition. Donc j'aurais peut-être fait, je referais maintenant, je ferais peut-être les choses autrement avec l'éditeur. Mais bon, voilà, ça a été quand même le premier jeu édité, la première fois qu'on recevait une boîte avec notre nom, donc c'est une étape, quoi. Et c'est rigolo, on a vraiment l'impression qu'il y a une différence entre on n'a jamais édité de jeu et on a édité un jeu, même s'il n'a pas marché. Et au début, quand il sort, on ne sait pas s'il a marché ou pas. Donc, mais on a franchi un cap, quoi. Le regard extérieur est différent. Nous, on se sent toujours pareil. Mais pour les personnes extérieures, voilà, on est passé de quelqu'un qui bricole des jeux à quelqu'un qui a été édité. Et, a priori, c'est important. Et voilà, donc c'est notre premier jeu édité. Mais à l'époque, je crois qu'on avait déjà signé ce qui est devenu Stellium, donc qui est au final notre 3e sortie, mais qui est sorti juste après Twinit. Ouais, je voyais ça. Après Twinit, ça a été hyper rapide aussi. Twinit, entre la rencontre de Tom et de l'affiche, l'idée, la proposition à Tom et à Saint-Rémy-la-Varenne une nouvelle fois, un festival qui me porte chance, où on a montré le proto à Mathieu et il a dit oui de suite. Voilà, ça a peut-être passé 1 mois, 1 mois et demi. Donc c'est hyper court, ça arrive jamais. Et voilà. Par contre, Stellium, donc édité chez Ankama, c'est un jeu d'alignement, un jeu abstrait. Entre les premières versions du proto de 2012 et la sortie qui doit être en 2017, je pense. Voilà, 4 ans au moins. Et après le jeu, il a été édité à la moitié du proto, je dirais. Donc il a été hyper simplifié, le thème a été changé. Avant, ça s'appelait La petite bataille dans la prairie, c'était les insectes dans une prairie. Et c'est passé dans les joueurs sont une espèce de divinité qui manipulent les planètes pour faire des alignements. Donc, changement de thème. Et après, on a simplifié le jeu un maximum avec la promesse de l'éditeur que si le jeu marchait, il y aurait une extension qui amènerait le jeu à son vrai niveau. Bon, a priori, le jeu n'a pas suffisamment bien marché pour qu'il y ait une extension. Il a été arrêté, il a duré 3 ans, un truc comme ça, avant d'être arrêté. Je crois que c'est vendu dans les 5000 exemplaires.
pas si mal, mais pas suffisant pour générer une extension, quoi. Voilà pour les 3 premiers. Après, là-bas, j'ai eu les jeux édités sur une petite étagère. Il y a un jeu qu'on a fait tout seul, parce que là, oui, en général, Dice Crash, on est tout seul dessus. Stellium, on est tout seul dessus. Twin It, donc c'est avec Tom Warshek, l'auteur de Jungle, entre autres. Après, on a fait un jeu Flooping, un petit jeu de mémorisation spatiale, je dirais, où on a une petite bague avec un avion piloté par une mouche, et on devait fermer les yeux et aller faire des loopings et chercher une carte posée sur la table. Voilà, mais pareil, c'est un jeu qui n'a pas, au final pas marché, pour X raisons. Après, on a fait un jeu avec Wilfried et Marie-Fort. Donc, c'est des amis qu'on a rencontrés quand on a commencé dans le monde du jeu. Ils ont commencé 1 an avant nous, à peu près. Et ils habitent pas trop loin de chez nous. Donc, Wilfried était venu faire une soirée proto dans notre club. Et c'est là nos première rencontre avec Wilfried. Et après, on s'est rencontrés au flip. Et après, plus ça allait, plus on se rencontrait. On a fait des soirées proto ensemble, et avec d'autres copains créateurs autour de Nantes. Et de cette amitié naissante, je dirais, entre nous, on était 7, on a créé le CAJO, donc le cercle des auteurs de jeux à l'Ouest. Et voilà, donc quand on parlait de créer, de rencontrer des gens et de se faire des amis, voilà, c'est un exemple assez fort. Donc avec Wilfried, assez fort, très rigolo, avec Wilfried et Marie-Fort. Donc on est devenus amis, on a créé plusieurs jeux ensemble. Donc le premier qu'on a édité, c'est Fishing Day, chez Blue Orange aussi. C'est un jeu de pêche à la ligne, mais frénétique, ou avec c'est pas un jeu aimanté, c'est avec des anneaux. Il faut retirer des trucs de la boîte, c'est assez rigolo. Et apparemment, il a l'air de marcher dans les pays scandinaves, donc tant mieux. Et après, on a fait. Après, il y a différentes versions de Toonit et Petit Peuple qui est sorti là. Lui, ça c'est long. Autant des fois c'est rapide. Là, ça a été commencé le proto en 2013, signé en 2015. Et après, sorti en 2021, quoi, presque 2022. Donc voilà, faut être auteur de jeu, c'est être patient. Si vous avez un tempérament impatient, c'est bon, c'est pas la peine. Faut changer de vocation, ça marchera pas. Ou alors justement avoir le contrebalancier où il y a celui qui est très excité de montrer son jeu, de vouloir l'éditer, et puis l'autre qui vient tempérer. En co-auteur, même voilà, ça prend des mois, même là, on envoie le proto quelque part, on attend une réponse, on peut rappeler, mais des fois 6 mois, 1 an après, on n'a toujours pas de réponse, malgré qu'on envoie plusieurs mails, malgré tout. Voilà, c'est pas évident du tout. Il faut vraiment s'accrocher si on veut aller au bout. Hmm. C'est une course sur la longueur, c'est pas un sprint. Et du coup, à partir de à peu près de combien de temps en moyenne, un éditeur, tu te dis, bon, bah, c'est un peu râpé pour celui-là, on va passer à un autre, ou... Mais déjà, moi, j'ai mon expérience personnelle à ce niveau-là. Quand je fais un proto, je pense qu'il est bon, que je peux le montrer, je ne fais plus un seul éditeur. À moins que la personne me demande une exclue, machin milieu, ça c'est à voir. Mais je préviens, de toute façon, je suis toujours honnête. Je dis, voilà, je le montre, mais je le montre à d'autres personnes. Si d'autres personnes veulent le voir, ils garderont, ils prendront un proto et tout. Du coup, maintenant, j'hésite pas à faire 3, 4, 5 éditeurs différents sur le même jeu. Et après, s'il y en a qui sont intéressés, ils me disent, voilà, s'il y en a qui est intéressé et les autres pas, ben voilà, ça règle le problème. Si plusieurs sont intéressés, ben, on regarde X critères pour choisir lequel on va prendre, quoi. Et mais il ne faut pas hésiter à le mettre sur plusieurs éditeurs, hein. Hmm. Parce que, entre autres, l'éditeur le garde, mais ne serait-ce que 6 mois. Au bout de 6 mois, il dit non, au final, on ne le fait pas. Bon, tu as déjà perdu 6 mois. Tu retrouves un éditeur, il regarde 6 mois.
En fait, 2 ans après, tu as vu 3 éditeurs et ton jeu est toujours au point mort. Donc, si tu donnes directement aux 3, tu gagnes du temps. Donc, voilà, bon. Nous, on fait comme ça. C'est pas la meilleure des solutions, c'est ce qu'on fait. Oh, si ça marche, c'est essentiel, hein. Bah oui, après, on les met en concurrence, entre guillemets. Mais par contre, moi, je suis toujours honnête. Je dis, voilà, que le jeu, il est tel endroit, tel endroit. Ils se débrouillent entre eux s'ils veulent ou pas, mais voilà, quoi. Et ils comprennent, de toute façon. Ils prennent du temps. Après, je comprends leur position aussi, parce que un éditeur, il a déjà son boulot à faire. Donc, éditer les jeux, suivre les jeux déjà édités, ça prend un peu de temps. Créer les nouveaux jeux, ça prend un peu du temps aussi, le développement. Et les protos, et regarder ce qu'il y a, les échelles, tout ça, c'est en plus. Ils doivent le faire, mais c'est en plus de leur travail. Ça vient après. Ce qui est logique, ils doivent s'occuper de ce qui est urgent, entre guillemets. Donc, quand ils ont du temps libre, ils testent les jeux. Alors, si c'est un petit jeu apéro qui dure, la partie dure un quart d'heure, c'est beaucoup plus facile. Là, j'ai actuellement plusieurs jeux en test, dont un gros jeu, qui s'appelle Les Jardins de l'Impératrice. C'est une demi-heure par joueur, c'est un jeu expert. Mais un éditeur qui veut caler une partie avec ses gars, mais ne serait-ce à 4 joueurs, donc ils sont 4 dessus. Ils vont jouer entre 2 heures, 3 heures. Ça leur bouffe l'après-midi. Il faut que prendre les gars, les faire bosser pendant 3 heures à ça. Mais c'est pas toujours évident de trouver le temps et le bon moment pour le faire. Ça, je comprends. Mais du coup, voilà, des gros jeux experts, c'est beaucoup plus dur à placer et à faire éditer qu'un jeu, un petit jeu. Après, les petits jeux sont pas plus simples à faire parce que peu de mécanique qui marche vraiment très bien avec un intérêt, tout ça, c'est pas évident à trouver. C'est plus facile dans l'ensemble, dans la durée à réaliser. Mais pas plus facile, c'est pas le mot. Plus rapide. C'est plus simple quand même à équilibrer. Si tu as trouvé la bonne idée, ça peut aller très vite derrière. Un gros jeu, mais ça demande beaucoup plus de travail. Mm. Et du coup, t'as une technique que tu utilises un peu tout le temps pour faire la pub de ton jeu, pour hyper auprès d'un éditeur, ou c'est un peu au feeling comme ça, suivant le jeu, bon. Ouais, c'est au feeling déjà. Bah, à force d'arpenter les concours, on a rencontré les personnes et après avoir les éditeurs qu'on a déjà signé des jeux comme Mathieu, Cocktail ou Erwan, tout ça, si j'ai un jeu que je pense qu'ils vont y apprécier, bah, je leur passe un coup de fil ou un petit message, j'ai un truc à te montrer, on se fait une vidéo ou on voit sur Tabletop, parce que je vais souvent sur Tabletop. Le Jardin d'Impératrice, je l'ai fait jouer il est pour l'instant chez un éditeur. On a fait déjà avec l'éditeur 2 parties sur Tabletop avant que je leur envoie le proto. Donc il a déjà joué une première fois en solo, après on a joué à 3 joueurs, et là il a le proto. Et voilà, du coup, quand on est un auteur déjà édité, entre guillemets, c'est beaucoup plus facile au niveau du contact. C'est pas pour autant que le jeu sera édité ou pas. Mais par rapport aux éditeurs que tu connais, que tu as déjà travaillé avec eux, ou tu connais parce que tu les as croisés, c'est beaucoup plus simple pour monter tes protos. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est un gain de temps énorme par rapport à un auteur débutant. Et pareil, les éditeurs, sur un salon, les éditeurs, ils ont des journées de 10 heures, grosso modo. 10 heures, tu vas pas voir des centaines d'auteurs. Et en plus, tu vas voir les auteurs que tu connais déjà. Parce que ils connaissent leur qualité de travail, ils connaissent comment ils fonctionnent, et ils vont voir ce qu'ils ont en stock, tout ça. Et pour eux, c'est une manière de maximiser le temps, quoi. Là, je vais voir machin bidule, je sais comment ils font, ils ont un truc qui m'intéresse ou pas. Alors qu'aller voir un parfait inconnu, ben voilà, c'est l'inconnu, ça peut être génial, mais s'il faut, je vais tomber sur un Monopoly à la con qui n'a aucun intérêt, quoi. Et
du coup, un éditeur, il va aller bien souvent voir les auteurs qu'il connaît déjà, ou qu'il connaît de réputation plus facilement que Parfait Inconnu, ça c'est sûr. T'as un éditeur, t'as le choix entre Bruno Catala et Monsieur X. Voilà, pour résumer. Hmm. Et ce qui est normal, ce qui est humain, ils ont peu de temps et le temps quelque part c'est précieux. Ouais, ouais. Et puis j'imagine Faut que être si. patient. Ouais. J'imagine que si. Alors je sais pas quelle est ta position, ton point de vue par rapport à comment tu considères un prototype comme fini, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent de savoir, ouais, mais le graphisme de mon jeu est pas génial ou pas finalisé, oui, mais alors, enfin, il vend pas du rêve au regard ou des trucs comme ça. Est-ce que toi, c'est un point que tu trouves important ou suivant les, les, les conditions, c'est en festival ou en mail ou des trucs? Et il n'y a pas de, il n'y a pas de règle. Pour moi, il n'y a pas de règle. Ça dépend de l'éditeur que tu vas viser. Si tu vises un éditeur particulier, ça dépend de ton avis de faire un chouette truc ou pas. Ça dépend du jeu en lui-même. Il y a des jeux qui n'ont pas besoin de, de graphisme extraordinaire. Euh, Après, je sais que moi, j'aime faire de chouettes protos, le plus chouette que je peux, parce que déjà, moi, je manipule beaucoup. Donc, si c'est un truc moche, ça me fait chier de manipuler un truc moche. Donc, je passe du temps à travailler le graphisme du mieux que je peux, parce que je ne suis pas graphiste, mais de me faire plaisir avec ça. Je sais que aussi, personnellement, quand je travaille le graphisme, ça me fait réfléchir aussi à la méca, le fait de travailler sur les icônes, de réfléchir à la manipulation que ça va amener, tout ça, ça me fait travailler le jeu en tant qu'objet. Et je trouve ça, moi, important. Après, ce n'est que mon avis. Donc, moi, en général, j'essaye de faire de chouettes protos qui me plaisent. Mais c'est pas indispensable, loin de là. Plusieurs exemples, tu vois, c'est le jeu de Cédric Chabousti. Cédric Chabousti, c'est un mec génial, mais graphiquement, il aime pas ça, il s'en fout. Donc, le proto qui est devenu Lewis et Clark, qui à l'époque, moi quand j'ai démarré dans le monde du jeu en tant qu'auteur, il démarrait plus ou moins aussi, je crois. J'ai vu son proto à Toulouse, c'est le premier festival que j'ai fait à la chimie du jeu, c'était en 92, en 2012, pardon. Et, et c'était le village français, je crois, ça s'appelait. Et c'était vraiment des bouts de carton avec des noms dessus et un truc affreux, quoi. Ben, ça n'empêche pas que mécaniquement c'était solide et que les deux notes ont fâché dessus et que c'est devenu des Lewis et Clark. Donc, avoir un super proto, c'est pas ça qui va te faire éditer ou pas. Hmm. Savoir que tout ce qui n'est pas mécanique, il y a des fortes chances que ça parte à la poubelle. Du coup, tu peux faire un super proto, si tu veux engager un dessinateur pour faire ton jeu, à savoir tout ça, c'est de très forte chance que ça aille à la poubelle. Voire que ça desserve le jeu. C'est-à-dire qu'un éditeur va passer devant, ils vont voir des visuels super chiadés, faire par des pros, ça se voit entre un truc amateur et un truc vraiment par un dessinateur. Et là, l'éditeur, il y a de fortes chances qu'il va dire ouh, le gars, il a investi, il ne voudra rien toucher à ce qui a été fait. Du coup, c'est un casse-tête, quoi. Ça va pas le faire parce que il va être trop rigide sur son jeu parce qu'il a trop investi dedans. Du coup, moi, je prends pas le temps de m'arrêter parce que il va manquer de souplesse. Voilà. Du coup, un truc vraiment fait de manière professionnelle, ça peut faire peur à des éditeurs parce que ils vont pas trouver d'endroit où se placer dans le jeu, quoi, de marge de progression pour eux. Par contre, à contrario, moi je pense qu'un chouette proto fait par toi du mieux que tu peux, mais qui a quand même un peu de gueule. Mais quand tu le fais jouer sur un festival, ben, t'attires le client, t'attires le joueur. Toi, tu te vas dans les allées, tu vois un truc tout pourri en carton et un truc qui a de la gueule. Mais par défaut, tu vas voir le truc qui a de la gueule, quoi. Et les éditeurs, c'est pareil. Mais jusqu'à certains niveaux. Hmm. Donc, faut jouer ça. Faut faire un chouette truc, mais en amateur. C'est toi qui fais avec tes petites mains, des trucs propres, bien écrits, et voilà, quoi. Mais c'est ma manière de voir les choses, c'est tout.
Ok. Et du coup, bah, finalement, en fait, c'est surtout parce que, en fait, ce qui est ressorti pas mal dans ton discours, c'est le terme festival. En fait, c'est le festival, en fait, qui est quasiment presque le plus important pour aller rencontrer l'éditeur et finalement se faire connaître. Totalement, oui. Déjà, envoyer des mails, ça peut marcher. Mais c'est compliqué. Les éditeurs reçoivent des tonnes de mails. Les trois quarts, voire les 99% partent à la poubelle. Mais ça prend du temps pour eux. Je connais des éditeurs pardon, qui regardent même plus leurs mails à ce niveau-là. Ils ont leur hauteur et ils vont sur les festivals, ils rencontrent des gens. Les mails, ils n'en peuvent plus, ils regardent, ils ouvrent même pas. Euh, Après, mais sur le festival, tu vas rencontrer le proto, mais aussi la personne qui est derrière, qui est aussi importante quelque part. Pour moi, éditer un jeu, c'est aussi une aventure humaine avec l'auteur qui va devenir partenaire avec cet éditeur-là. Euh, Moi, je conçois la relation, c'est vraiment un partenariat, hein. On a besoin d'eux comme ils ont besoin de nous. Euh, voilà. Donc, c'est avant tout une aventure humaine. Moi, si l'éditeur, je le sens pas, j'aime pas ce qu'il fait ou j'aime pas, euh, je le sens pas, mais il peut me proposer ce qu'il veut, j'irai pas avec lui, hein. Mais bon, après, en fait, c'est que moi ou que nous, parce que Nathalie a la même politique que moi à ce niveau-là. Euh, Après, moi, tous les éditeurs avec qui j'ai travaillé, voilà, il n'y a aucun problème avec eux. Soit c'est des bonnes connaissances, soit c'est devenu des amis. Donc, ouais, c'est cool ça. Ouais, donc limite, en fait, on discute du proto autour d'un bon verre de vin et puis Voilà. ou d'une bière ou autre. Et au niveau donc autorat, puisque donc du coup tu es en co-autorat avec Nathalie et parfois aussi avec d'autres auteurs, puisque tu disais donc pour Flooping, c'est ça, par exemple. Shopping à Wilfried et Marie. À Voilà, Wilfried et Marie, on a un jeu qui sort pour en présentation à Cannes qui s'appelle Archimoldo, qui d'accord. sort début mars. C'est un jeu aussi qu'on fait avec Wilfried et Marie. Mhm. Avec Wilfried et Marie, on a signé en 2020 un jeu qui sortira en Corée, Corée du Sud, Corée du Nord, ça marche pas très bien, mais Corée du Sud, et D'accord. Tifo ne viendra jamais en Europe ou en France, mais ouais, c'est un jeu qu'on a fait ensemble encore. Et on travaille sur un quatrième proto ensemble qui s'appelle Euclidice, qui peut-être un jour trouvera un éditeur, peut-être pas, on verra. Mais donc avec Wilfried et Marie, on travaille, on s'entend très bien et on travaille avec plaisir ensemble. On a vraiment, c'est cool de travailler avec eux, quoi. Et- Après, toi, je travaille actuellement sur un proto avec David Frank. David Frank, c'est un des auteurs de l'UniQuest, de Ataprev. Souvent, il travaille avec Laurent Escoffier. Et David, c'est un Nantais, il fait partie du Cajot. Du coup, ben, voilà, c'est une super belle personne. Vraiment, pareil, c'est une histoire de relations humaines, hein, selon le co-autorat. Donc, il faut qu'ils s'entendent bien avec une personne pour créer un jeu avec, hein. Du coup, tu vois, pareil, en 2022, là, j'ai un autre jeu qui va sortir, mais c'est avec un autre co-auteur, c'est avec Laurent Prin. Ce sera son premier jeu. Et pareil, on s'est croisés pour la première fois au Pouillery. Un petit festival de rien du tout, mais pour moi qui a une grosse importance, malgré tout. Et pour une fois, là, le jeu, à la base, c'est une idée à lui. C'est un jeu qui ça va s'appeler Maudit Maudit chez Cocktail Game. Voilà, et du coup, l'idée de base est de lui. Et après, bon, le jeu a toute une histoire. Et au bout d'un moment, ben, je lui ai proposé qu'on travaille ensemble sur ce jeu parce que je trouvais le jeu vraiment cool. Et ben, il était content de cette proposition. On a fini le jeu ensemble et on l'a porté chez Cocktail qui l'a pris. Voilà. Mais du coup, ça c'est le jeu qui sortira en milieu d'année normalement. Je crois qu'il a été envoyé en fab là, il n'y a pas longtemps. Du coup, il faut compter 6 mois entre fabrication et transport. Mais je crois qu'il va être fait en Europe celui-là. Hmm. Ce ne sera pas une boîte métal, c'est une boîte carton chez Cocktail.
voilà, et j'ai un prochain jeu qui va sortir aussi, c'est pour Cannes 2023, normalement. Et c'est un jeu que je fais avec Damien Marquis, qui est aussi un auteur nantais. Et là, je suis à la base de l'idée, et c'est un comic strip, c'est un jeu où on va créer une BD. Donc on va avoir une page blanche, quoi, 2 pages blanches, 2 pages de BD, et c'est un jeu coopératif où les joueurs sont l'auteur de la BD. Et à la fin de la partie, on aura une BD avec une histoire, avec des bulles, des décors, des personnages. Et tu as l'impression de voir une vraie BD à la fin. Oui. Et ça, c'est Studio H. Et voilà, normalement, ça sort pour Cannes 2023. Et on est en co-auteur avec Damien Marquis. Je lui ai proposé d'être co-auteur avec moi parce que Damien fait de la BD en amateur. Du coup, moi, je suis pas du tout bénéfique. Pour moi, c'est un milieu que je connais pas du tout. Du coup, je trouvais pertinent d'avoir quelqu'un qui connaissait beaucoup plus que moi ce milieu-là pour faire un jeu sur la BD. Et voilà, ça a été long, c'était compliqué, mais pareil, on a réussi à trouver un éditeur qui se lance dans le projet, et il sort bientôt. Quoi, il sort dans 1 an, ce qui est bientôt. Là, ça va faire surtout une belle année d'édition et création, enfin de fabrication de jeux de société finalement. Et du Voilà. coup, en fait, dans toutes ces activités de co-autorat et tout, est-ce que, enfin, comment ça s'organise un peu? Est-ce que toi, t'as toujours enfin, t'as disons, des envies particulières de t'investir dans tel truc plutôt que dans tel autre, tel aspect du jeu ou... Non, c'est vraiment un échange. Ça dépend avec chaque co-auteur. Ça dépend de leur affinité, ça dépend de pas mal de choses. En général, moi, je fais que ça. Donc, j'ai beaucoup de temps pour ça. Hmm. Contrairement à la plupart de mes co-auteurs qui travaillent. Ils ont un vrai métier. Et, et du coup, bien souvent, c'est moi qui fais le proto physique. Donc, je suis assez adroit de mes mains, ancien ébéniste, donc ça aide. Et après, je maîtrise pas mal aussi l'outil informatique pour tout ce qui est création. Je me suis mis à Photoshop et je me suis mis à apprendre le dessin il y a 2 ans. Du coup, je commence à faire des trucs sympas, toute proportion gardée. Hein. Et du coup, en général, c'est moi qui fais les protos. Mais c'est ensemble qu'on travaille la méca, qu'on travaille le thème, qu'on fait le jeu. On est vraiment ensemble à discuter. On fait des lives, on travaille sur tabletop, on fait des réunions Cajo, des soirées proto au niveau du Cajo où on teste le jeu. Et voilà. C'est un échange permanent. Mais en général, c'est eux qui écrivent les règles. C'est un deal. Moi, je fais le proto, ils écrivent les règles. Ok. Et du coup, parce que bon, j'imagine qu'il y a toujours aussi parfois, bah, quelqu'un a son idée, et puis quelqu'un a une autre idée parfois qui vient, pas nécessairement contredire, mais un peu à l'opposé. Alors quand c'est que soi qui réfléchissons, ça va, parce que on choisit, mais là, du coup, le choix, ça va être plutôt, on va tester toutes les idées, enfin, toutes les idées possibles, sachant que ça peut faire beaucoup quand même en termes de temps. Faut rester ouvert, faut pas rester bloqué sur son idée, ce qui est le plus dur. Faut savoir prendre du recul et faut pas hésiter à se remettre en question. Si on est rigide sur son idée, c'est un bon moyen pour se casser la gueule quelque Hmm. part. Faut savoir être souple, savoir vraiment essayer d'avoir un œil extérieur. C'est ce qui est le plus compliqué quand on est auteur de jeu, surtout quand on veut s'auto-éditer. C'est d'avoir le recul suffisant pour savoir si c'est pertinent ou pas. Quand on est dedans, on est enthousiaste par rapport à son projet, on le trouve formidable et tout ça, et on a sûrement raison. Mais avoir un œil extérieur qui disant, en fait là, ça coince. Nous, on a tendance à passer dessus parce que voilà, c'est notre bébé et on a envie que ça marche, et du coup, un petit truc qui coince, mais en fait, ça coince pas vraiment. Bon, ça le fait et tout. Et au final, quand tu vois ça d'un œil extérieur, tu dis, non, ça coince, ça coince. Et voilà, quand c'est ton propre projet, t'as pas toujours le recul nécessaire
pour le voir et pour l'entendre, c'est ça. Et déjà être à deux, mais pas à deux. Moi, je suis toujours à deux. Quand je dis jeu, c'est avec Nathalie, on fait une entité quelque part. Mais avec un autre co-auteur, ben, c'est vraiment des échanges permanents, on essaye des choses, on dialogue. Là, j'ai démarré depuis peu un nouveau proto avec Aurélien Picollet, qui est l'auteur de Top 10. Et du coup, on s'est mis ensemble sur un jeu de dessin un peu rigolo, party game et tout ça. Mais voilà, l'idée vient de lui à la base, sur une soirée Cajo. Du coup, il nous a fait tester son premier proto, son idée de base. Après, ben, en discutant, comme on fait une soirée proto, et on discute sur le gars nous fait jouer, on discute sur ses trucs, sans rien attendre en retour, c'est juste l'échange. Et nous, on amène nos jeux, pareil. Et à la fin de la discussion, Aurélien m'a proposé de faire le jeu avec lui. Donc, bah, cool, parce que c'est un jeu qui est cool. Aurélien, c'est une personne qui est cool aussi, donc ça marche et on a attaqué. Et le jeu avance bien. Je pense qu'il sera prêt pour Cannes. Mais, mais voilà, donc c'est vraiment. Et là, on avait plein d'idées. On a essayé d'utiliser une appli sur téléphone, mais après, bon, on a essayé, on fait marche arrière parce qu'au final, c'est pas pertinent. On a essayé plusieurs modèles de boîte. Vraiment, on essaye plein d'idées, quoi. Et on voit ce qui marche pas, quoi. Mais oui, il faut savoir être souple quand on est co-auteur. C'est un compromis. Il faut trouver des compromis sur tout. Est-ce que ça a un impact après sur le fait d'avoir un jeu en co-autorat? Est-ce que ça a un impact après sur la réussite du jeu ou plutôt la façon dont les gens, que ce soit les éditeurs ou les joueurs, voient le jeu? Est-ce que tu as l'impression? Non, il n'y a pas de... Non, non. 90% des joueurs, ils savent même pas qu'il y a un auteur derrière. Donc, qui en est deux, ils C'est le s'en cadet de foutent leurs soucis, royalement. d'accord. Ouais, c'est qui le jeu leur plaît ou pas, terminé. Après, il y a une petite partie des gens qui font attention aux auteurs, mais c'est minime par rapport à l'ensemble des joueurs. Et au final, qui est un co-autorat ou pas, Hmm. ils s'en foutent aussi. Après, il peut y avoir entre auteurs, entre guillemets, un petit souci d'ego. Voilà, moi avec Nathalie, on a fait un jeu avec Tom Marchek. On n'était pas du tout connus, alors Tom, c'est Tom. Et, et beaucoup de gens mettent Tom en avant et ils nous oublient. Hmm. Mais ça, faut en être totalement conscient quand on a fait avec un jeu avec Tom. On savait très bien que ça allait arriver et que c'est pas la faute de Tom qui lui rectifie toujours. Mais c'est les gens, ils connaissent Tom, ils connaissent le nom de Tom. Nous, on est parfaits inconnus. Ben voilà, ils nous oublient. C'est comme si tu fais un jeu avec Bruno Catala. Ben voilà, ça va être un jeu de Bruno Catala et je crois qu'il y a quelqu'un avec. Et c'est pas la faute de Bruno parce que Bruno, on ne connaît pas bien, mais on se croise souvent, on se connaît quand même un minimum. Et Bruno rectifie toujours en disant ah, je suis co-auteur avec un tel. Mais le un tel, il s'oublie parce qu'il est effacé par l'aura de Bruno Catala. Et déjà, si on fait un jeu avec quelqu'un qui est plus connu que soi, faut accepter le fait que on va être dans son ombre entre guillemets, et c'est comme ça, et c'est pas la faute de la personne. C'est des gens à côté qui ne voient que la personne. Hmm. Donc voilà, faut mettre un petit mouchoir sur son ego et ça viendra petit à petit si on continue à créer des jeux. On sera reconnu pour ses propres jeux et son travail qu'on a fait. Mais ça prend du temps, faut pas être pressé, Il faut laisser le temps au temps, quoi. toujours. Et du coup, tu parlais juste vite fait de l'auto-édition, là, tout à l'heure. Est-ce que tu te verrais te relancer dans l'auto-édition dans un avenir proche ou moins proche, ou pas du tout? Maintenant que tu es lancé avec des éditeurs, tu te dis non, c'est... Si, oh, peut-être. En fait, rien n'est gravé dans le marbre, hein. Mon épouse, c'est très réticente à se lancer dans une aventure d'auto-édition. Moi, ça m'amuserait, mais à un moment, pour tout ce qui est administratif, moi, ça me gonfle grave. C'est elle qui le fait, donc c'est bien, mais du coup, il n'a pas envie de prendre ça en plus. Mais moi, l'aventure me plairait.
Mais de là à en faire un métier ou une maison d'édition, je crois pas. Après là, j'ai un gros projet, vraiment un gros projet. Donc, pas trop parler actuellement, avec un co-auteur, un géant du monde du jeu. Et c'est possible que ça finisse par une auto-édition ou un financement participatif, un truc comme ça. Mais ça, c'est pour 2025 ou 2026, quoi. Mais faut voir. Pour l'instant, on est vraiment au début de notre collaboration, de travail. Après, bon, ça avance pas vite parce que c'est un gros projet, que j'ai d'autres trucs à faire à côté. Et j'y ai pas travaillé depuis le flip dessus. Donc, à cette vitesse-là, c'est pas fini. Mais j'espère vraiment prendre du temps, ou je vais prendre du temps après Cannes pour avancer sur ce projet-là. Ouais. Et surtout qu'en plus, pardon. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire aussi, hésite pas Mike à intervenir et tout, puisque là pour l'instant, donc il y a Mike en spectateur, mais Je suis plutôt du genre à ça des, l'écoute. ça des questions, vas-y, hein, Ouais, lâche-toi. non, mais t'inquiète, j'écoute. Et du coup, au niveau, alors je voulais dire un truc, mais je me souviens plus. Au niveau processus de création, est-ce que avec Nathalie, vous avez toujours un peu le même type de processus, ou, Oui, ou pas? en Ouais, c'est un général, peu. c'est moi qui suis à l'idée des protos, des jeux, tout ça. Euh, et en général, j'explique mon idée à Nathalie qui me dit ouais, j'ai compris ce que tu fais. Fais un proto, on verra après. Du coup, je fais un premier proto, on le joue, et là, elle détruit tout ce que j'ai fait. Non, c'est trop compliqué, ça marche pas, machin bidule, et on commence à travailler ensemble dessus pour trouver un équilibre. Après, moi, j'aime plutôt les gros jeux, entre guillemets. J'aime bien une certaine complexité. Et Nathalie est plutôt partie game famille. Du coup, il faut trouver un équilibre. Et des fois, ça amène les jeux entre deux chaises. C'est ni famille, ni expert, dans le côté initié, entre guillemets. Et c'est pas toujours évident. Après, des fois, on dit ensemble, ce jeu, ça devient un jeu expert, et du coup, on le fait pour cette gamme-là. Donc maintenant, avec l'expérience, on essaye de déterminer dans quelle gamme va aller le jeu. Si c'est un jeu famille, donc on essaye de le formater, entre guillemets, pour qu'il rentre dans une gamme famille. Si on veut un jeu expert, on va travailler pour qu'il rentre dans une gamme experte. Mais ça, c'est voilà, avec le temps et notre expérience d'auteur, et par rapport à comment marche le marché. Et je trouve que c'est important maintenant déterminer quelle est la cible, entre guillemets, du jeu. Si c'est un jeu enfant, c'est un jeu enfant, quoi. Si c'est un jeu famille, c'est un jeu famille. Et des fois, c'est pas toujours simple de définir. On a une idée de jeu, mais on ne sait pas trop où il va aller entre experts et famille. C'est important de le déterminer. Ainsi qu'actuellement, notre réflexion, c'est voilà, un jeu, parce que notre client à nous, entre guillemets, c'est les boutiques. Après, les boutiques, eux, ils vendront le jeu aux clients finaux. Mais en tant qu'auteur et après l'éditeur, c'est nos clients, c'est les boutiques, c'est eux qui achètent les jeux, qui les revendront derrière, mais c'est les boutiques qui achètent les jeux. Et après, tu te dis, ce jeu, voilà, comme un de mes photos, un exemple. Voilà. Voilà, celui-là, Savannah Shepherd, c'est un proto qu'on est en train de préparer pour Cannes. Et on s'est dit, là, par rapport à tel matériel, il va rentrer à peu près dans cette gamme de prix. Cette gamme de prix, ça correspond à un jeu famille plus initié. Du coup, faut que l'ensemble soit harmonieux par rapport à ça. Si tu fais, et nous on est tombé dans ce piège-là il y a 2 ans avec le Jardin de l'Impératrice, où j'avais fait une mécanique très famille, très simple, mais avec un matos de folie. Et du coup, ça avait fait au final
Le jeu marchait bien, hein, il plaisait et tout. Sauf que ça faisait un jeu famille à 50-60 euros. Et c'est pas possible. Voilà. Et du coup, on avait deux solutions. Soit on foutait en l'air trois quarts du matériel pour garder le jeu, tel qu'il est mécaniquement, soit on gardait le matériel et on amenait une mécanique expert. Et au final, c'est ce qu'on a décidé avec Nathalie. On a pété toute la méca, on a gardé le matériel et on a refait un jeu avec un format plutôt expert, avec une demi-heure par joueur. Les règles sont pas compliquées, mais il y a pas mal de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de trucs à regarder, à surveiller. Il y a pas mal de stratégies possibles. Et du coup, c'est clairement un jeu expert. Pas très compliqué, mais expert. Et avec du matos, c'est voilà, un prix, un jeu qui sortira, si un jour il sort, entre 50 et 60 euros minimum. Quoi. Et ça, c'est aussi une donnée à prendre en compte quand tu crées un jeu. Quoi. C'est où c'est qu'il va aller, à combien il va sortir. Le matériel va amener le jeu à tel prix, à tel prix, ça va pas être un jeu enfant, mais plutôt un jeu famille ou plus gros. Quoi. Un jeu enfant à plus de 30 euros, c'est compliqué. Quoi. Et ça fait partie des choses à prendre en compte. Dans un deuxième temps, quand tu es auteur de jeu. Quoi. Ouais. Et ça, de toute façon, t'as les éditeurs, j'imagine, qui doivent. Alors, je sais pas s'ils font des retours à chaque fois que tu soumets un jeu. Enfin, je sais d'expérience, je veux dire qu'ils font pas toujours un retour, mais je veux dire pour toi, je sais pas si à chaque fois que t'as eu que des bonnes expériences, mais qu'est-ce que je veux dire j'imagine que dans certains retours du coup d'éditeurs, c'est peut-être un truc qui souligne justement de dire ce jeu est génial, mais beaucoup trop cher. Totalement, oui. Mhm. Totalement. Et Oui, ça fait partie des retours qu'on peut avoir à un éditeur. Quand on commence à bien le connaître, c'est toujours pareil. C'est par rapport aux échanges que tu as avec. Quoi. Après, il y a des gens qui sont pas capables, des auteurs qui sont pas capables d'entendre ça. ah. Mais voilà, c'est ce que je parlais tout à l'heure d'avoir ouverture d'esprit, de souplesse, tout savoir aussi digérer les informations et réfléchir dessus, faire le point et se remettre en question. Et si un jour le Jardin d'Impératrice sort, c'est qu'un éditeur m'a fait un retour, entre autres en me disant voilà, ton jeu il marche bien, mais le matériel est beaucoup trop gros. Du coup, ça marche pas, c'est pas en adéquation. Complexité du jeu, matériel, ça marche pas. Et ça, du coup, Moi, vas-y. Non, pardon, vas-y. Nous, on l'avait pas réalisé, on était trop dedans. Et après, à vue du recul, on s'est dit ouais, c'est une donnée à prendre en compte. Mhm. C'était justement le sens de ma question, c'est de dire, tu t'en rends compte du coup enfin, tu te rends de plus en plus compte justement des contraintes, des petits trucs, parfois des petits détails qu'on voit pas dans notre enthousiasme ou de création. Et du coup, il y a d'autres justement petits détails comme ça qu'on voit pas dans un premier temps en tant qu'auteur, comme par exemple la quantité de matériel ou. Enfin, je sais Ouais, pas. c'est assez un truc qu'il faut faire attention. C'est tu vas soumettre un jeu à un éditeur. Mais ce qui est important de rechercher aussi, c'est que l'éditeur est distribué par tel distributeur. Et ce tel distributeur, s'il faut, il va avoir un jeu dans la même gamme, à peu près dans la même veine, bien que le gameplay soit différent, tout ça, déjà en vente qui viennent sortir ou sortir. Mais quelque part, les deux vont se parasiter. Et s'il faut, l'éditeur ne pourra pas prendre le jeu ou le prendra et au final se fera comment dire ne sera pas pris par le distributeur parce qu'il y a déjà un jeu dans cette gamme. Du coup, quand tu regardes l'éditeur, ouais, c'est bon, il n'a pas un jeu de ce même type. Aussi, il faut faire attention. Tu présentes un jeu à un éditeur, tu vas faire gaffe qu'il n'a pas un jeu dans la même gamme ou qui ressemble. Ça, c'est le minimum, mais il faut élargir la recherche à voilà, distributeur est distribué par BlackRock, par exemple. Est-ce que BlackRock, il a un jeu qui ressemble plus ou moins? Si c'est le cas, ben voilà, l'éditeur, tu peux oublier parce qu'il y a peu de chances qu'il arrive à imposer, entre guillemets, le jeu à BlackRock derrière, parce que ben, BlackRock a déjà un jeu comme ça.
Après, il faut voir aussi avec la temporalité. C'est-à-dire que le jeu BlackRock, ça fait 3 ans qu'il a, il commence à être en bout de vie, entre guillemets. Toi, tu présentes un jeu, le temps qu'il rentre dans le circuit, il va se passer peut-être 2 ans. Du coup, c'est peut-être jouable. Ben, tout ça, c'est des données qu'il faut essayer d'apprécier du mieux qu'on peut, mais qui sont réelles et qu'on ne voit pas de prime abord, quoi. Elle a donné aussi, j'imagine, mode de jeu, enfin la mode dans le sens, bah il y a des jeux parfois, bah là, je sais pas cette année ça va être les jeux plutôt tournés vers le thème pirate ou la mécanique stratégique. Sauf qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure, bah développer, créer un jeu, puis le développer, puis le fabriquer, ça prend quand même pas mal d'années. Et du coup, enfin j'imagine que ça peut arriver d'arriver trop tard sur le marché. Est-ce que du coup c'est l'auteur doit en avoir conscience ou ça va être plutôt l'éditeur qui va dire bah enfin qui sent que le cours enfin le côté stratégique bon bah ça va être abandonné d'ici 1 ou 2 ans et du coup le temps de développer le jeu ça va être mort. Après, les modes, je dirais, si ton jeu il est bon, quelque part on s'en fout un peu à ce niveau-là. Ouais. C'est même des jeux de pirates, il y en a des centaines. Après, tu peux avoir nous, avec David Franck, là, on fait un jeu, Le Roi des Pirates, c'est un jeu de pirates, encore un. Mais le thème colle bien à notre méca, on est content et s'il faut, on trouvera un éditeur pour le faire. Et voilà, un nouveau jeu de pirates. Mais le thème des pirates, c'est un thème un peu indémodable. C'est du classique d'un jeu comme le Medieval Fantastic ou autre. Donc ça peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais au niveau des modes, comme le Roll and Write, donc il y a 5 ans, il n'y en avait quasiment pas. Maintenant, il y en a plein. Pendant 2 ans, tout le monde disait oh, c'est un mode, ça passera. Mais non, c'est en train de s'installer. Le Roll and Write est une catégorie de jeu euh, qui va rester maintenant, je pense. Et tous les ans, il y aura des nouveaux Roll and Write. Le genre va se renouveler tout le temps et va progresser. Mais ça va rester comme les jeux de joueurs ou Legacy ou autres. C'est les grandes familles de jeux et voilà, il y a 5-6 ans, il n'y en avait quasiment pas. Maintenant, il y en a une tonne, quoi. Et voilà, il y en a qui sont plus ou moins bien, c'est une histoire de goût aussi, quoi. Mais ça va rester. Et voilà, si vous avez un Roll and Write en étude, en cours, quoi, en proto, faut pas hésiter à le montrer parce que ça va le faire, quoi, ça peut le faire. Longtemps, on a cru que c'est une sorte de mode, que ça allait être fini, mais Et côté justement, ben les éditeurs ont quand même assez de liberté finalement sur le jeu que tu proposes, notamment au niveau, bon, certes graphisme, mais aussi thème ou autre. Est-ce que ça n'a pas un côté justement frustrant où toi tu le prends, bon, de toute façon tu le sais déjà d'avance que ça va changer, donc bon, ça. ça dépend de la relation que tu as avec ton éditeur, c'est toujours pareil. Après, ça dépend de ce que toi tu attends comme relation avec l'éditeur. Il y a de tout, on n'est pas tous pareils. Je sais que nous, on aime être impliqué dans la création du jeu, même au niveau de l'édition. On a des échanges avec les éditeurs avec. Et on choisit aussi un peu les éditeurs par rapport à ça. On sait que la manière dont ils travaillent, c'est important de savoir comment un éditeur travaille. Et ça, on le sait, même si on n'a jamais édité de jeu, mais je conseille à tout le monde de se rapprocher de groupements d'auteurs et d'échanger avec d'autres auteurs pendant les soirées et tout ça. Et voilà, si un tel a déjà travaillé avec, mettons, moi j'ai travaillé avec Bombix, ça c'est le jeu Petit Peuple sort chez Bombix, donc c'est un éditeur qu'on connaît très bien, on est devenus amis et on apprécie la manière dont il travaille. Si toi, tu n'as pas trop le temps de consacrer aux jeux de société parce que tu as une vie de famille très riche et autres, un boulot, un vrai boulot qui te prend 100% de ton temps et tout, toi, ce que tu as envie, c'est tu as créé ton jeu, il marche bien, tu le donnes à éditer et tu veux plus en entendre parler. Il y a des auteurs comme ça, il n'y a pas de problème, c'est chacun voit midi à sa porte. Mais quelque part, Bombix vont avoir du mal à travailler avec toi parce que c'est pas comme ça qu'ils conçoivent les choses. Il y a des maisons d'édition, par contre, ça leur va très bien. Tu donnes le jeu,
C'est l'idée de base que tu donnes, entre guillemets. Et après, eux, ils vont faire leur sauce, le mieux qu'ils peuvent par rapport à leur maison d'édition, par rapport à leur style. Ils vont sortir un truc, tu vas recevoir tes boîtes et voilà. Et tu toucheras tes droits d'auteur. Il y a des auteurs qui cherchent pas plus loin que ils ont donné leur jeu, elle va être éditée, impeccable. Et ils sont contents comme ça. Très bien. Donc ça dépend vraiment ce que toi, en tant qu'auteur, t'attends derrière. Et puis il faut être clair du coup Après, dès le début, j'imagine. Enfin, oui, avec l'éditeur, ben, pas. totalement. Plus t'es clair avec ton partenaire, quel qu'il soit, mieux c'est. De toute façon, quel que soit le. C'est une règle générale de vie en général. Et après, j'ai échappé ce que je voulais dire. C'est pas grave. Désolé. Oui, pas grave. Et du coup, donc Nathalie et toi, donc vous aimez bien vous investir dans côté édition, enfin voilà, au niveau de l'éditeur, et c'est plutôt à quel niveau que vous investissez? Mais au début, donc, oui, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que en tant qu'auteur, toi, tu es auteur de la règle et avec l'éditeur, tu ne peux parler quelque part légalement que de règles. Après, lui, si toi, tu as mis des pirates et qu'il veut mettre des poissons rouges, il a le droit. Toi, tu peux, si ça te plaît pas du tout, tu peux refuser et tu reprends ton jeu. Ça marche. Tu as le droit pour X raisons. Si dans les contrats que tu as signés, tu peux retirer le jeu sans contrepartie en général de l'édition pour X raisons. Il n'y a pas de souci. Après, tu retrouves un éditeur pour refaire éditer le jeu, tout le tralala, ça c'est. Ou soit tu acceptes et voilà. Mais tu n'es en règle générale pas force de proposition pour tout ce qui est thème et graphisme. C'est l'éditeur qui s'en charge à 100%. Donc si tu t'entends bien avec lui, il te propose des choses, il y a un dialogue, on fait ça d'une manière intelligente. Mais si le gars, il t'a pris ton jeu, il fait ce qu'il veut avec, c'est soit tu acceptes et tu touches des droits d'auteur quand le jeu sort, soit tu n'acceptes pas et tu reprends ton jeu. Ça va, t'as les deux extrémités, quoi. Donc après, nous là sur Archiboldo, on l'a fait avec, c'est un jeu qui sort chez Banquise, donc c'est Bertrand Arpino qui est l'éditeur. Et voilà, on a été avec le Fruit des Maris à 100% dans le processus d'édition avec Bertrand. On a très souvent discuté, on a un truc Messenger, un groupe Messenger pour discuter ensemble, et on a fait X vidéos, conférences tous les 5, et ainsi de suite. On a été partie prenante sur tout le long du processus éditorial avec Bertrand. Et donc, mais ça, c'est ce que nous, on attend aussi. Et du coup, parce que donc tu as Twinit là par exemple qui a plusieurs alors, oui, extensions ou versions. Et ça, c'est une volonté de l'éditeur, donc c'est Cocktail Games, hein, c'est ça? Ou Oui, c'est une Cocktail volonté de Games. toi, tu t'as dit, bon bah voilà, tiens, j'ai Twinit, et puis j'ai Non, envie de la faire, cette version-là. c'est une volonté de l'éditeur. Euh, Pareil, là, on tombe dans ce qui est graphisme, c'est l'éditeur. À savoir que Toonit est coédité entre Tom Warchex et Cocktail Game. Donc, c'est les deux entités qui éditent le jeu. Et Tom et Mathieu sont OK pour faire de nouvelles versions régulièrement, entre guillemets, ça dépend des thèmes, ça, s'il faut, dans 2 ans, il y aura une nouvelle version de Twinit X. Moi, ce que je propose, c'est de trouver une nouvelle manière, une nouvelle mécanique à ajouter au jeu, pour que un joueur qui achète cette nouvelle version de Twinit n'achète pas qu'un un nouveau graphisme, mais un petit quelque chose en plus au niveau des règles. Du coup, il y a un travail de recherche à mon niveau pour réimaginer le jeu. Là, dans la version de Japan, on a imaginé le ring qui a pour but de prendre à contre-pied l'habitude des joueurs. Donc, tu as joué, tu as fait des centaines de parties de Twinit, tu es à fond dedans. Mais quand tu vas jouer à Japan, tu auras un petit nœud au cerveau qui va se faire avec tes mains qui vont se balader au-dessus du pathos.
sans savoir plus où il faut taper. Parce que on a fait une règle qui vient prendre à contre-pied durant la partie tes réflexes de joueur. Alors que quelqu'un qui n'aura jamais joué à Twin It va se retrouver quelque part en égalité parce que lui, il n'aura pas cet handicap. Du coup, il va démarrer directement avec les règles où il faut taper soit au milieu, soit sur les cartes. Alors que toi, tu as l'habitude de taper que sur les cartes et par réflexe, tu vas taper que sur les cartes et du coup, ça va te faire perdre. Du coup, voilà, ça réaligne les curseurs au niveau égalité entre les nouveaux joueurs et les anciens joueurs. Et ça fait des nœuds au cerveau aux anciens joueurs. Mais ils aiment ça. Donc autant les servir, quoi. Bah oui. Ok. Je sais pas si t'avais encore d'autres trucs à partager, d'autres expériences. Non, ou un conseil aux jeunes auteurs des SPN. Bon, il y en a certains qui ont déjà commencé à être édités, mais la plupart d'entre nous n'a jamais été édité, n'a pas sorti un seul jeu pour l'instant. Enfin, un seul jeu. On sorti beaucoup de protos, mais pas nécessairement de jeux encore pour l'instant sur le marché. Bah, c'est ce que je disais, c'est très très long. Au début, on s'imagine pas à quel point ça peut être long. Le temps, c'est en années, c'est pas en mois ou en semaines. Moi, j'ai rencontré des jeunes auteurs sur les festivals qui me posaient des questions. Le gars, il me dit: Ah, j'ai envoyé mon proto il y a 15 jours. Est-ce que je peux le relancer pour avoir des retours? Ça va, je dis: Oh. Voilà, donc c'est pas en semaines qu'il faut compter, c'est en mois ou en années. Hmm. Et voilà, après, bon, quand tu es super connu, tout ça, tu peux faire accélérer les choses. Mais même comme ça, ça prend du temps. Donc, faut vraiment être patient. Et ça, c'est un des premiers points. Et après, ouais, savoir se remettre en question. Ça, c'est important aussi. Et savoir faire demi-tour. Si on rentre dans une voie sur un poteau et qu'au final, on se rend compte que ça marche pas, ben, faut se décourager. Ah, il y a aussi un truc super important, c'est être pote avec des gens qui connaissent beaucoup de jeux, voire un ludicaire. Faut pas hésiter à aller voir son marchand de jeux qu'on connaît un peu et lui dire voilà, j'ai telle idée de jeu, est-ce que ça te parle? Et là, il va te dire ah ben ouais, c'est un jeu qui est sorti il y a 3 ans et ah merde, c'est mon proto. Donc avant d'aller très loin dans la création de jeux, c'est vérifier si ça n'existe pas déjà. Et si ça existe et que ça ressemble, ben, tout faire pour s'en éloigner. Là, c'est important. Quoique après, on voit quand même qu'il y a quelques jeux qui sortent sur le marché et qui ressemblent en fait à un jeu qui existe déjà. Alors bon, parfois, souvent, c'est à peut-être un an d'intervalle, donc c'est peut-être en effet le temps temps du process de fabrication qui a voulu ce décalage-là. Mais c'est vrai que parfois, c'est surprenant en fait de voir des jeux qui sont pas identiques, mais bon, quand même pas éloignés en termes de Ben, le mécanique. truc, il y a des, je dirais, il y a des courants de pensée un peu, un peu universels. Et quand on joue au jeu, on suit tous un peu la même voie, je dirais, même, la même évolution. Et un exemple assez frappant, c'est Timeline. Donc tout le monde connaît Timeline, le jeu de Fred Henry. Mais en même temps est sorti les Chronicard. Donc c'est moins connu, mais c'est exactement la même mécanique. Et c'est deux auteurs qui se connaissent pas du tout. Et ils n'avaient jamais vu le jeu de l'un de l'autre. Et au final, c'est sorti quasiment au même moment. Il n'y a pas eu de copie, il n'y a pas eu de piratage ou autre. C'est vraiment cette mécanique de jeu qui est très simple, qui a émergé dans deux esprits différents. Et en plus, des fois, c'est plus ou moins long de faire un jeu, de l'éditer. Mais là, ils sont sortis quasiment le même mois, quoi. Et c'est vraiment le hasard. Je connais les deux auteurs. Et après, bon, il y en a un qui est édité par. C'est une toute petite carte et édité, quoi, et distribué par Asmodée. Et Coney Carl, c'est auto-édité. Et ça marche très bien pour lui. Il a fait des super jeux. Moi, personnellement, je trouve plus intéressant Chronicard, avec des informations qui véhiculent derrière. Les cartes sont, je trouve, beaucoup plus jolies, beaucoup plus grandes, plus sympas.
mais c'est pas c'est la même idée, mais pas le même produit. Mais voilà, c'est sorti en même temps. Et, là, moi, j'ai mon gros projet, c'est un jeu que je voulais à mi-chemin entre le jeu de rôle, le jeu de plateau, le jeu vidéo, et un petit côté hybride et tout. C'est un projet que j'ai depuis 2015. Donc et là, on est presque reparti de zéro. Je vais remettre, j'ai fait je sais pas combien de versions de ce jeu. J'ai plusieurs centaines d'heures à faire des protos. Et ça m'empêche pas de repartir à zéro avec un co-auteur pour faire une nouvelle version. Mais voilà, en 2015, mon idée de jeu, c'était au moment de la sortie de Andorre. Hmm. Et des jeux comme ça, il n'y en avait pas des tonnes. Alors que maintenant, il y en a beaucoup et de très bons. Du coup, ben voilà, il y a des courants de pensée et on les suit plus ou moins tous. On a la même évolution, on a un peu même histoire. On joue aux mêmes jeux vidéo. Les jeux vidéo sont très importants aussi. On voit les mêmes films au cinéma ou les trucs comme ça. Donc on a le même passif, je dirais. Du coup, c'est un peu logique que nos idées vont dans la même direction, quoi. Hmm. Mais bon, après, si on voit que notre jeu s'approche trop d'un jeu édité, faut, à mon avis, tout faire pour s'en éloigner, quoi. Ouais, quitte à repartir de plus loin dans le temps, quoi, on va dire. Donc, Après, à voir comment on fait ça, mais par contre, c'est important de se renseigner par rapport à des potes qui connaissent bien le milieu ou les jeux ou des ludicaires qui ont dû passer un gros paquet de jeux et autres, et des soirées entre auteurs. hmm. Ça, faut pas hésiter. Nous, on a vu, quand on a commencé le jeu, il n'y avait pas de groupement d'auteurs, il y a 10 ans. Et avec Wilfried et Marie, on était 7, il y avait Damien, Antoine et Thomas, voilà, nous 7. On a créé Cajot, mais avant on faisait des journées qu'on appelait 1P1P, c'est un proto, un poteau. Et le truc c'est que chacun amenait un plat, on faisait la journée, le dimanche, toute la journée ça, et le but c'est que chaque auteur avait 1 heure pour montrer son jeu et on jouait à son jeu, on discutait de son jeu, tout ça. C'était vraiment les premières réunions d'auteurs qu'on faisait entre nous. On a vu que les protos se développaient à vitesse grand V par rapport à un développement normal, quoi. Et on profitait des retours de tous les autres auteurs qui étaient avec nous. Après, toi, une fois que tu as reçu plein d'idées, à toi de faire le mixage de tout ça, de voir ce qui est bon, ce qui est pas bon, d'essayer des choses. Mais c'est super important. Et ce qui est important aussi, c'est que quand tu fais ça, les autres joueurs ne sont pas co-auteurs, hein. Les autres auteurs, je veux dire. Ils ne sont pas co-auteurs, ils ont juste partagé les idées et tu restes toujours auteur, à moins que tu proposes à quelqu'un d'être co-auteur, ça c'est différent. Mais par défaut, quand on fait ces soirées-là, chacun reste auteur de son jeu, il n'y a aucun problème, quoi. Hmm. Et par contre, c'est super important. Et maintenant, dans le Cajot, il y a pas, c'est pas une asso officielle, il n'y a pas de structure officielle dedans, c'est totalement informel. On a un groupement Facebook, dans un groupement Facebook, on est plus de 50. Et auteurs réellement actifs qu'on voit régulièrement au soirée Cajot, on doit être entre 30 et 40 à peu près. Donc voilà, ça a vraiment grossi. Il y a une émulation, il y a un soutien. Après, c'est là où on donne des conseils, entre guillemets, ceux qui ont des jeux édités, sur ce que je suis en train de faire un peu avec cette vidéo, des relations, des éditeurs. Faut pas hésiter, si tu reçois pour la première fois un contrat, déjà, il y a la SAGE. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la SAGE, c'est la Société des auteurs de jeux, de société. Et on peut adhérer, c'est 15 euros, je crois, à vie, donc ça ne mange pas de pain. Ou pas adhérer, c'est pas une obligation. Par contre, il y a plein d'infos sur les jeux de société, comment créer pas des protos, mais au niveau juridique, toucher les droits d'auteur, il y a
beaucoup d'infos à prendre sur le site de la SAGE. Il y a plein de PDF à télécharger et à lire sur l'imposition. Des fois, quand tu as un jeu qui est édité, tu vas toucher des royalties, mais comment tu vas le gérer? Donc il y a vraiment plein d'infos sur la SAGE, il ne faut pas hésiter. Il y a aussi il y a une carte interactive, entre guillemets, où tu vas près de chez toi retrouver des auteurs qui ont bien voulu se faire géolocaliser. Donc nous on y est avec Nathalie. En général les copains du Cajou ils sont, on voit où ils habitent. S'il faut, tu habites à 10 mètres de chez moi. Il y a beaucoup aussi d'astuces pour faire des protos ou autres. Il y a des liens à aller chercher, à télécharger. Donc, ça vaut le coup d'aller faire un tour et d'aller explorer le site de la SAGE. Un sujet qu'on n'a pas abordé aussi, c'est la protection des jeux de société. Donc ça, c'est pareil, ça fait une des craintes de jeunes auteurs. C'est j'ai un jeu, j'ai un proto, c'est génial, mais je veux pas le montrer parce que j'ai pas envie qu'on me le vole, qu'on me le pirate. À savoir qu'il n'y a pas de protection légale à l'heure actuelle. On peut faire une enveloppe solo, mais ça ne sert pas à grand chose. Pareil, ça ne sert à rien d'aller sur l'INPE ou autre. Tu peux déposer ta règle, il suffit de changer une virgule, c'est plus la même règle. Donc c'est des protections un peu illusoires. La seule manière de protéger ton jeu, c'est de le faire connaître à un maximum de personnes. Voilà. Si toi tu montres ton jeu à des éditeurs et à des joueurs, à des auteurs, je sais pas moi, à Cannes, février 2022, et qu'il y a un mec qui sort en 2023 un jeu de nulle part qui copie du tien, quelque part, ton antériorité sera prouvée par toutes les personnes qui ont vu ton jeu et qui s'en souviennent. Et du coup, il ne faut pas hésiter. Voilà, sur Tabletop, il y a des traces informatiques de date. Entre autres, tu vas peut-être faire des vidéos de présentation, avoir des photos, des trucs. Tous ces documents vont servir à prouver. Après, il y a les cas de vol de proto sont rarissimes dans le monde du jeu. Et ça, c'est une des choses qui fait qu'on est resté dans le monde du jeu, c'est qu'on a découvert un monde hyper bienveillant. Et ça, c'est génial, quoi. C'est 99% des personnes qu'on a rencontrées dans le monde du jeu, c'est des personnes vraiment cool. Et je pense que ça vient que le monde le jeu de société, c'est des gens qui veulent partager, c'est des gens qui veulent jouer ensemble. Et je pense que ça, c'est un état d'esprit assez général, le partage, qu'on retrouve dans notre monde du jeu. Et ça, c'est cool. Et donc voilà, donc c'est la protection, c'est faut pas hésiter à montrer. Si tu as un groupement d'auteurs, c'est d'autant plus simple, tu fais jouer ton poteau à tous tes potes auteurs. S'il y a 10 auteurs qui disent ouais mais là on a joué à ce jeu, c'est celui-là il y a 2 ans, voilà ton jeu a priori il te l'a montré, tu l'as pris, tu es parti avec, ça le fait pas quoi. Et le plus gros exemple c'est l'affaire Nostromo. Exactement celle que je pensais. Mais... Donc toi c'est des affaires comme ça, c'est rarissime quoi. Mmh. Et puis ça, l'éditeur n'a aucun intérêt. Bah ouais. C'est vraiment, quand on y pense, les gars sont des nœuds, mais grave, quoi. Ouais, la preuve, on n'entend plus parler, d'ailleurs, justement, de... C'est pas grave. Je pense que c'est tant mieux. Donc, donc du coup, en fait, au contraire de ce qu'on pourrait penser, c'est montrer son jeu et faire des vidéos, quitte à faire limite sa propre chaîne YouTube, Tabletop ou je ne sais quoi, voilà. Mais ouais. C'est vrai que là, pour aller sur les SPN, c'est vrai que les SPN aussi peuvent servir à ça aussi, je dis pour les autres, enfin, ou d'autres groupes d'auteurs de jeux, mais c'est vrai que là, on est en format numérique, on a toujours des traces numériques avec des canaux pour chaque auteur, créateur, etc. Et c'est clair que c'est un éditeur qui veut lancer un truc et puis il voit, non, en fait, ça existe déjà. Et ça date de 5 ans plus tôt, c'est bête. Ouais, après, il y a des idées qui peuvent converger, ça c'est...
Et Mm. si un éditeur sort un jeu qui ressemble au tien, mais que tu n'as jamais eu de contact avec lui ou autre, voilà, ça c'est du pas de chance, quoi. Mm. Et moi, c'est une crainte que j'avais par rapport à Petit Peuple. Il a une mécanique bien particulière. Et la seule crainte que j'avais, c'est qu'un jeu sorte avant Petit Peuple qui ait une mécanique un peu similaire. Et là, ça aurait été la mort pour Petit Peuple, quelque part. Mhm. Bon, ça, c'est pas fait, tant mieux. Mais du coup, Mais c'était une de mes craintes, parce que le Super Morpion, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une idée que j'ai trouvée par hasard sur une vidéo. Et le Super Morpion, c'est vraiment la base de Petit Peuple, c'est la mécanique de base. Et voilà, cette idée ne m'appartient pas, de toute façon, les idées n'appartiennent à personne. Mais il y aurait un jeu qui sortait avec une mécanique un peu comparable, et voilà, Mm. c'était mort. Bon, ça s'est pas fait, tant mieux, mais ça aurait pu. et du coup, le fait d'avoir un peu d'avoir cette crainte-là, est-ce que ça t'a pressé en te disant il faut absolument que je le finisse, que je le termine en moins de tant de temps pour, Mais c'est surtout au niveau de l'édition. Moi, on avait fini notre boulot. Il y a eu des soucis avec Bombix pour X raisons totalement indépendantes de nos volontés et qui a repoussé le truc. Et pareil, eux, ils ont été soumis à ces problèmes aussi. Et autant victimes quelque part que nous. Mais bon, maintenant, c'est fait, c'est bien fait, on est content du résultat, donc pas de problème. parfait. Mais c'était une de mes craintes. Ouais. Ah, je pense que ça peut être la crainte d'à peu près tout le monde, en fait. Oui, Surtout s'il y a justement ce côté mécanique originale ou petit truc original dans le jeu qui vient tout changer, mais bah, évidemment, on est quand même beaucoup dans les pays francophones, mais dans le monde aussi, donc bah, évidemment, à un moment, il y a des ah oui, convergences d'idées, quoi. totalement. Mm, Oui. Ça, c'est un risque qu'on prend tous quelque part. mm, mm, Mais c'est aussi quelque chose qu'il faut vérifier qu'on n'est pas en train de réinventer l'eau chaude, quoi. mm, mm. Et ça m'est déjà arrivé, moi, de commencer à penser à un proto, de commencer à le travailler, et de réaliser tout d'un coup que c'est un jeu qui ressemble à tel jeu. Ah, bon, mais tant pis. Mm. Voilà. Je sais pas si Mike, tu avais des questions. Non, Ils sont non. endormis. C'était assez clair. Non, non. C'est- Ok, bah, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Rémi. Oh, mais amusez-vous bien, c'est surtout ça. Quand on crée un proto, moi personnellement, je crée des jeux qui m'amusent. Et je les crée en premier pour moi, parce que je suis un gros égoïste. Et voilà, tant que je me dis quand que ça m'amuse moi, ça va amuser d'autres personnes. Donc voilà, c'est se faire plaisir déjà en premier lieu. Et c'est plus important que tout, je pense. Ça reste l'ADN du jeu. Parfait. Bah, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir partagé ton expérience, tes points de vue, Mais tes avec avis et plaisir. tes conseils, très précieux conseils. Et puis, bah, de toute façon, on se voit, je pense, bientôt pour tester des protos. Ah oui, normalement, Voilà. je valide ça, il n'y a pas de souci. J'ai vu avec le ministre des Relations publiques. Et c'est bon. Et ben parfait. Et puis bah de toute façon le live sera remis donc sur le Discord et potentiellement enfin et sur YouTube en libre accès sur la chaîne de Cypher Ludique. Et donc voilà, donc bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis à très bientôt. À très bientôt. Et si Bonne vous avez des soirée. protos à faire tester ou à tester, faut pas hésiter. Parfait. Ça roule. Bonne soirée. Bonne soirée, Ciao tout salut. le monde. Merci.